Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui va évoquer la réforme douanière et notamment sur le Code des douanes nationales et le Code des douanes européen. Pour ce faire, aujourd'hui, je suis accompagné de Marie Fernet qui est avocate en droit douanier qui est à ma droite. Bonjour à tous. Et nous allons aborder un sujet qui est assez complexe, donc ça va être du juridique, mais on va essayer de vous apporter tous les éléments pour que vous ayez une compréhension la plus simple et la plus étoffée possible. Alors, avant de démarrer, je voudrais vous préciser une chose par rapport à la diffusion et notamment via Teams. Il faudrait que pour que vous ayez un bon visionnage, que vous alliez sur l'élément affichage qui est en haut à droite et que vous sélectionnez intervenant. Et une fois que vous aurez fait cette démarche, vous aurez visibilité sur le support et sur nous. Alors, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer. Avant de démarrer le premier sujet, on va comme d'habitude vous évoquer et vous préciser qui nous sommes. Donc Acte International est une entreprise atypique qui est effectivement commissionnaire en douane, commissionnaire de transport, mais qui est aussi cabinet d'expertise conseil, orienté opération et organisme de formation certifié Calliope. Désolé pour cette écorche. Alors, nous allons démarrer avec une première partie qui est le Code des douanes de l'Union. Donc comme vous le savez, nous avons eu des changements qui ont été opérés et l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir vous faire un état des lieux de la situation et je vais laisser la parole à Marie pour vous expliquer un peu ce qu'il en est du calendrier et des négociations que vous avez sous les yeux. Merci beaucoup. Alors, sans entrer trop dans les détails techniques, mais effectivement, ce projet de réforme de l'Union douanière, c'est un projet dont on parle depuis un petit moment. On a eu une proposition de la Commission européenne en 2023. Et donc, comme dans tous les processus législatifs de l'Union européenne, on a un certain nombre d'étapes. Et donc, on a eu des négociations. Une première étape qui a été l'adoption de la position du Parlement, puis les négociations se sont poursuivies en 2025, en 2026, où, à l'issue de cette période, on est arrivé, on appelle ça la conclusion du trilogue politique, à une position d'accord entre le Parlement et le Conseil sur le projet, alors qui n'est pas encore finalisé, il y a encore des étapes à venir sur lesquelles on va s'appesantir un petit peu plus tard, mais donc on arrive depuis le 26 mars à un projet stabilisé dont on peut discuter de façon plus aisée désormais. Et justement, pour pouvoir, dans cet intervalle, il y a eu quand même un événement qui était la nomination du site de Lille pour le ICA. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur ce sujet ? Alors, c'est une des grandes modifications de ce projet, c'est-à-dire qu'il va y avoir désormais une autorité commune en matière douanière pour l'Union européenne. Et il a été décidé, il y a un mois et demi maintenant, que cette autorité commune aurait son siège à Lille. Et donc, on reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'implique cette autorité commune. En tout cas, c'est une bonne chose pour le rayonnement de la France. C'est une bonne chose pour le rayonnement de la France. L'idée, c'était de réformer l'union douanière pour la rendre plus efficace. Donc pour l'instant, on a un système décentralisé. Et sur le processus douanier, je pense que Badr voit mieux que moi les implications concrètes. Je ne sais pas si... Alors, sur le processus douanier, effectivement, ce qu'on sait, c'est que l'évolution qui va être amenée, elle va être en deux temps, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que on a eu un premier jet que vous avez tous connu, qui est le fameux Delta IE, qui est la première brique pour nous emmener justement sur l'évolution définitive que va être le Data Hub. Et là, on a un saut dans l'inconnu, parce que nous savons que Delta IE va nous amener jusqu'à 2032 et qu'à l'issue de cette date, on va avoir cette notion de Data Hub dont on ne sait pas encore comment va être opéré le processus déclaratif. Donc il va y avoir une vraie disruption dans notre métier, mais on ne sait pas encore quelle sera l'orientation qui sera prise. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un changement très important dans le métier. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est l'objectif. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, pour l'Union européenne, de rendre le système
plus efficace et de répondre à l'évolution du droit, mais à l'évolution aussi des pratiques. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des exigences d'adaptation en matière de e-commerce, puisqu'on a tous vu à quel point l'Union européenne devait répondre à un défi économique qui est matérialisé par des afflux de marchandises qui, jusqu'à présent, n'étaient pas traités par le dispositif en vigueur. Donc, une des évolutions qui est annoncée par cette réforme, c'est de parvenir à s'adapter, se moderniser pour répondre à tous les défis auxquels l'Union européenne doit répondre en matière de commerce international, d'importation, etc. Avec des enjeux très importants, notamment sur la donnée, la gouvernance, etc. Je précisais tout à l'heure qu'on a un projet maintenant un petit peu fixe, mais pour autant, la réforme n'est pas finalisée. Et donc, vous avez sous les yeux le calendrier de mise en œuvre de la réforme tel qu'il nous est annoncé, avec les différentes étapes. Je parlais du e-commerce, des petits colis, etc. Et on a tous entendu parler des échéances à venir, avec la suppression de la franchise de droits de douane qui est prévu au 1er juillet 2026. Alors, courte parenthèse, à ne pas confondre avec la taxe petit colis propre à la France qui a été adoptée à l'occasion du projet de loi de finances. Là, on va supprimer le seuil en dessous duquel les marchandises n'étaient pas soumises à droits de douane. En 2026, il y a différentes étapes à venir. Il y a l'entrée en vigueur, en application de l'autorité douanière qui sera à Lille, de certaines dispositions du e-commerce. Et puis, toutes ces évolutions vont se prolonger au fil des ans, avec notamment, à l'horizon 2028, normalement, l'instauration du Data Hub, qui, comme l'expliquait Badr, devrait modifier considérablement les pratiques, tant des opérateurs que des administrations douanières. Tout à fait. Et je vous disais tout à l'heure, 2032, vous avez vu, on est en réalité en 2031, on a gagné une année, puisque le calendrier de départ était annoncé à 2032, mais on a reculé d'un an, donc c'est 2031, et ça va nous emmener jusqu'en 2034. Et on démarre en 2028 avec le e-commerce. Il va y avoir ensuite, dans un second temps, une période qui va nous emmener jusqu'à 2031 où on sera basé sur du volontariat. Donc les entreprises qui décideront de s'interconnecter avec le Data Hub pourront le faire sur la base du volontariat. Et en 2034, ce sera une obligation. Donc l'ensemble des opérateurs devront passer via ce Data Hub. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de visibilité sur les impacts que cela va représenter pour la profession, ou pour les professions, ou du moins même pour l'écosystème. Mais on sait qu'effectivement, comme disait Marie, il va y avoir un changement notable, un changement de paradigme, on pourrait dire, dans en tout cas la vision qui en est faite aujourd'hui de la douane et qui en sera faite demain. Et on sait surtout on voit vers quels axes on va aller, et on sait qu'il y a de considérables évolutions en matière de data, de gestion des données. On voit aussi s'annoncer, notamment en ce qui concerne le e-commerce, des évolutions sur la notion d'importateur. Vraiment, c'est beaucoup de choses qui vont s'articuler dans cette évolution sur plusieurs années. Pour synthétiser ce qui était contenu dans l'accord dont on vous parlait au tout début, l'accord du 26 mars 2026, très rapidement, c'est ce qu'on évoquait, l'instauration du Customs Data Hub, qui sera une plateforme numérique unique gérée par l'autorité douanière qui sera basée à Lille, ce qui implique que, alors que jusqu'à présent on était dans un système décentralisé avec des systèmes éclatés gérés par les autorités nationales, là on aura une plateforme numérique unique gérée par une autorité centrale qui redescendra ensuite vers les autorités nationales. Ce qui est un changement de raisonnement et de configuration absolument fondamental.
On a aussi annoncé la création du statut Trust and Check, alors qui, je l'avoue, pour moi, pour l'instant, reste assez mystérieux en termes d'implication concrète réellement. On nous annonce que ça va être que ça va renforcer, dépasser le statut OEA. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire à ce stade, on n'a toujours pas, ça ne saurait tarder, hein, bien évidemment, les conditions d'obtention du Trust and Check Trader et notamment les prérequis. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il semblerait que ce soit plus contraignant que la certification OOA, que la certification OOA serait maintenue pour justement des opérateurs qui n'auraient pas la capacité d'aller vers ou la volonté, hein, tout simplement, d'aller vers ce nouveau statut Trust and Check. Ce dont on est sûr, c'est que les avantages que seront conférés par ce statut seraient beaucoup plus intéressants que la certification OOA, qui, je vous l'accorde, reste limitée aujourd'hui. L'avantage que nous avons pu identifier pour la certification OOA est l'avantage sur la caution douanière que tout le monde connaît aujourd'hui. Nous avons quelques avantages qui ont été aussi avancés, notamment sur la réciprocité pour l'OOA Sûreté Sécurité, mais on doit reconnaître quand même que le coche a été loupé pour ce statut, mais justement ils veulent rectifier cela avec ce nouveau statut Trust and Check qui amènerait aux opérateurs qui le seraient de vrais avantages, notamment sur la circulation des marchandises et le fait qu'elles soient dédouanées dans un second temps. Bref, on entend pas mal de choses, pas mal d'annonces, mais on attend d'avoir les éléments concrets d'avantages et aussi de conditions d'obtention de ce statut. Et je vous le disais tout à l'heure, dernier point, des évolutions importantes sur la question de la représentation, sur la question de l'importateur présumé, encore une fois avec l'objectif de modernisation, de prise en compte des exigences du e-commerce, en lien avec le Customs Data Hub. Les plateformes de e-commerce vont devenir importateurs présumés. Elles sont légalement responsables du paiement des droits de douane, de la conformité des produits qui sont vendus sur le site. Une petite parenthèse d'ailleurs sur la question de la conformité qui a été annoncée par la douane française comme un objectif majeur à venir au regard des exigences du e-commerce. Le Customs Data Hub permettra aussi de contrôler de façon plus rigoureuse la conformité des produits qui entrent dans l'Union européenne. L'objectif, c'est bien évidemment d'avoir moins de produits non conformes qui circulent ensuite dans l'UE. Ça implique, y compris pour les opérateurs qui ne sont pas directement concernés, qui ne sont pas directement des plateformes de e-commerce, etc., d'avoir conscience que sur ces questions-là, les contrôles vont probablement augmenter et, à mon sens, augmentent déjà d'ailleurs, et que les contrôles vont être facilités par le croisement des données. Donc ça, c'est vraiment un point à garder à l'esprit, et je pense dès maintenant, et l'importance de la question va s'accroître dans les années à venir. Alors, il y a effectivement... Alors nous, la profession milite justement pour faire la distinction, notamment dans la définition de l'importateur, et je parle notamment des RDE, hein, des représentants douane enregistrés, qu'on appelait commissionnaires en douane. Et cette notion justement, dans le cadre d'un dédouanement en représentation indirecte pour un non établi, qui ferait porter la responsabilité du RDE en matière de normes des produits, en sachant que le RDE, son action, c'est d'établir une déclaration d'importation et qui n'a pas la maîtrise des produits qui sont importés. Donc il y a un facteur limitant, mais on peut comprendre l'approche de la Commission européenne qui est d'aller chercher un établi au sein de l'Union européenne pour rendre des comptes d'une certaine manière sur des produits qui seraient non conformes. Mais vous voyez, dans la définition justement de cet importateur présumé, eh bien, ce qu'on appelle des effets de bord, que nous avons porté auprès de la Commission, auprès de la DGDDI qui l'a porté auprès de la Commission, pour créer eh bien une limite, du moins une frontière dans cette définition. Donc nous n'avons pas forcément eu gain de cause, mais nous avons été écoutés et nous verrons ce que ça va représenter dans le traitement au quotidien. Maintenant, effectivement, si on fait la distinction avec les plateformes numériques, là, il est clair qu'elles sont partie prenante du processus d'achat-vente, et ça nous paraît effectivement normal qu'elles soient concernées. Et d'autant que pour les plateformes numériques, en fait, on transfère la responsabilité du consommateur, qui est en pratique l'importateur, vers la plateforme numérique, qui sera considérée dans ce projet-là comme importateur présumé. Tout à fait.
Alors, nous allons faire notre traditionnel sondage. Donc, tous à vos claviers, une petite question pour vous. Pensez-vous maîtriser les étapes d'un contrôle douanier et les voies de recours possibles selon la situation à laquelle votre entreprise est confrontée? Vous avez 3 réponses possibles. A, oui. B, partiellement. C, non. On vous laisse quelques minutes. Alors, nous avons les retours. Donc, c'est la réponse B qui est devant partiellement et la C qui est derrière. Donc, effectivement, on voit que, mais on le comprend, hein, c'est une question que l'on pose. On avait plus ou moins une idée, mais c'est bien d'avoir une confirmation de cette approche. C'est bien parce qu'on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On vous a fait un tour d'horizon des avancées du Code des douanes de l'Union. Là, nous allons rentrer dans de la technique, dans du juridique. On va essayer d'être le plus ludique possible pour que vous puissiez comprendre. De toute façon, on va avoir un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions, on pourra ajuster sans aucun problème. Allez, nous sommes partis pour le Code des douanes nationales. Donc, ce que l'on sait pour ce Code des douanes nationales, c'est qu'il était supposé être recodifié. Donc cette recodification, Marie, elle était supposée faire quoi et on en est où aujourd'hui? Alors, c'est une recodification à droit constant. Ça veut dire que cette recodification, normalement, n'implique pas de modification du fond du droit. En pratique, l'idée, c'était de prendre des textes épars, dispersés, et de tous les rassembler dans un même code pour plus de lisibilité. On a pris des textes du Code des douanes, on a pris des textes du LPF, du CGI, il y a un petit peu de texte du Code de commerce d'ailleurs aussi. Bref, beaucoup de textes législatifs. Et on a ajouté aussi les textes réglementaires qui étaient dispersés, qui n'étaient pas dans le Code des douanes précédent. Un petit point de précision, textes législatifs, les lois, c'est-à-dire les textes qui sont adoptés par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Règlements, décrets, arrêtés, c'est ce qu'on appelle des textes réglementaires, c'est-à-dire que ce sont des textes qui sont pris par l'exécutif, c'est-à-dire les ministres, le Premier ministre. Désormais, dans ce nouveau Code des douanes, qui est entré en application le 1er mai dernier, on a tout qui est réuni. Les lois, les règlements, les décrets, les arrêtés. L'objectif affiché par l'administration douanière, c'est de donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Alors, je vous avoue que personnellement, je prends toujours avec un petit peu d'ironie ce discours parce que c'est la particularité du droit douanier, c'est-à-dire qu'on est un droit qui est pénal par nature, oui, qui est aussi, alors je simplifie beaucoup, mais fiscal. Ça, c'est à la source des droits de douane, etc. Et on applique le même droit à l'entreprise qui va se tromper dans la position tarifaire d'un produit et qui donc ne déclarera pas les mêmes droits de douane. Ce que vous voyez quand vous allez très loin dans les chaînes de télé et que vous avez les reportages Une journée avec la douane, etc., les go fast, le trafic de stupes, le trafic de cigarettes, etc. On applique les mêmes règles. Et donc l'administration explique qu'on va faire face à de nouvelles menaces. C'est vrai, mais pour autant, il faut garder à l'esprit en tant qu'opérateur économique que ça implique qu'on vous applique un droit qui est par nature extrêmement coercitif et avec de larges pouvoirs dévolus à l'administration pour rechercher les infractions potentielles. Et ça ne change pas dans le nouveau Code des douanes. Ce qui change, c'est l'organisation et le fait de rassembler toutes les sources dans un seul texte. C'est ce qu'on retrouve ici, les fameux, les 7 livres. C'est ça, c'est-à-dire que désormais le Code des douanes s'organise en 7 livres,
principes généraux, action de l'administration des douanes, procédure de contrôle et de constatation, régime douanier des marchandises, des flux financiers, sanctions, responsabilités, procédure consécutive au contrôle et constatation, paiement, recouvrement des droits et créances. Et on a 2 fois procédure Ah oui, tout à fait. Mince. Je vais retrouver le 7e livre, l'Outre-mer, le 7e livre. Ah oui, c'est l'Outre-mer, tout à fait. C'est l'Outre-mer qui a sauté. Le dernier livre, c'est l'Outre-mer, qui fait l'objet désormais d'un livre nouveau. L'évolution à retenir, c'est qu'on s'oriente vraiment, avec ce nouveau code des douanes, beaucoup plus clairement, explicitement, vers un code de procédure. Le fond du droit étant le code des douanes de l'Union et le CIBS. En simplifiant, qu'est-ce que le CIBS ? Le code des impositions sur les biens et les services, qui reprend, pour ce qui nous intéresse particulièrement, les contributions indirectes. Ok, très bien. Notamment. Mais une question, puisque nous étions sur une recodification, donc a priori, de ce que je comprends, nous n'étions pas supposés avoir des modifications dans les textes. Est-ce que c'est le cas ? Alors, on découvre des petites modifications, sachant que c'est une petite précision, un petit disclaimer pour la suite. Le nouveau code est paru au JO il y a maintenant 14 jours, si je ne me trompe pas. Il est en vigueur depuis le 1er mai. On nous avait annoncé des tables de concordance courant avril qui ne sont toujours pas parues, ce qui fait que pour l'instant, on travaille avec les textes qui ont été publiés au JO. Et donc, faire la comparaison avec le droit ancien sans table de concordance n'est pas d'une efficacité démesurée. Exact. Si la DGDDI veut bien procéder avec les différents services de l'État à la publication des tables de concordance, nous lui en serions très reconnaissants. Le message est passé. Voilà. On a relevé déjà des nouveautés, des ajouts dans le code, des petites modifications de texte, sachant qu'on nous a expliqué que le texte était modifié parce que, et c'est vrai, le code des douanes était particulièrement obscur, la rédaction était peu claire, même pour des juristes, et donc on a tenté de simplifier. Ce faisant, il y a quand même des évolutions que l'on a relevées et un certain nombre de petites évolutions de fond que l'on relève dès maintenant. Eh bien, on va y aller. On va vous clarifier un peu tout cela. Alors, le premier, donc ce sont des extractions que nous avons fait via le site Légifrance, hein, bien évidemment. Le premier, qui est l'article R221-21, qui est assez intéressant parce que quand on le lit, on se pose la question de la confusion qui en est faite entre le mandat et la procuration. Puisque si vous lisez dans le 2e paragraphe, il est indiqué que la demande doit être déposée, ou du moins le mandat doit être déposé auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale. Et a priori, ce qu'on va valider auprès du comptable des douanes, c'est plutôt une procuration plus qu'un mandat, alors qu'il est indiqué en premier paragraphe le mandat mentionné. Donc, on se pose la question de savoir s'il y a eu une inversion ou non. Donc, clarification demandée à ce jour. Nous attendons le retour. Le deuxième article qui nous paraissait intéressant de vous présenter est le R221-8. Et là où nous avons une modification qui a son importance, puisque dans l'article l'ancien article qui devait être repris mot pour mot, nous avions identifié toute personne. Donc l'article commençait par toute personne, et aujourd'hui l'article commence par tout déclarant. Qu'est-ce que ça implique, Marie, justement, quand on fait la distinction entre toute personne et qu'on passe par tout déclarant? Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue juridique? Tout déclarant, c'est plus restrictif que toute personne. Alors après, la question, c'est comment ça va être entendu en pratique. Parce que il y a aussi une question qui reste en suspens pour l'instant, c'est la façon dont ces textes vont être appliqués par l'administration. Oui. Et on va revenir là-dessus à plusieurs reprises. Okay. Mais est-ce que le changement de mot est voulu? Est-ce qu'il y a vraiment une signification? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ça va occasionner un changement de pratique de l'administration? Est-ce qu'on va exiger de démontrer, je ne sais pas comment, mais que c'est un déclarant préexistant, par exemple, ce genre de choses? Typiquement, si on lit le premier paragraphe, on voit tout déclarant peut déposer une demande d'autorisation de dédouanement centralisée nationale.
Si on l'entend au sens déclarant, celui qui déclare, a priori, celui qui peut déposer une demande de DCN, dédouanement centralisé national, serait celui qui est en capacité de faire le dédouanement. Là où toute personne pouvait être toute structure, donc Oui. une entreprise qui, a priori, n'effectue pas les formalités de dédouanement. Oui, mais alors pourquoi une entreprise qui ne faisait pas de dédouanement demanderait une autorisation de DCN? Bah, elle pourrait, aujourd'hui c'est le cas, mais c'est peut-être l'approche qu'ils en font. Ouais. C'est ça, je pense que c'est typiquement le genre de choses où est-ce qu'il y a une implication? Le diable se cache dans les détails et effectivement, là, ce serait intéressant de clarifier. Tout à fait. Alors, autre cas, l'article R220-11 cette fois. Donc, vous avez tout mandat de représentation donne lieu au dépôt auprès du service territorialement compétent d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. Donc, cela supposerait de produire une procuration pour tout RDE désigné. Donc, autant dire que l'interprétation qui en est faite à la lecture de cet article, c'est que dès lors que vous faites appel à un RDE, eh ben, il faudrait systématiquement établir une procuration en douane et la faire valider auprès de la recette interrégionale, ce qui serait un travail monstrueux. Là, nous avons demandé, nous vous rassurons, nous avons demandé des clarifications sur le sujet, puisque si on suit stricto sensu ce qui est indiqué, on devrait, dans les faits, depuis le 1er mai, effectuer ces formalités. Le deuxième article R511-1, alors celui-ci, et celui d'après, puisqu'on a le 511 et le 513, là, est-ce qu'on est sur une introduction, est-ce qu'on est sur une modification sur ces deux articles, puisqu'on est plutôt sur des intégrations d'amendes? Est-ce que sur ces aspects, il y a eu des modifications ou est-ce que c'est une nouveauté? Là, c'est une question que l'on se pose. En tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que toute personne qui a déjà eu une infraction, eh bien, la fois d'après, si une infraction doit être relevée pour les mêmes raisons, la pénalité est doublée. Et si cette infraction a été commise durant les 3 ans. En fait, globalement, les modifications, et ça va rejoindre la slide d'après si je ne me trompe pas, mais les modifications les plus flagrantes, c'est sur le régime des sanctions, les montants en cause, et notamment en matière de contravention, et je pense que c'est juste après. C'est-à-dire qu'on a des changements de montant. On a l'introduction d'un seuil de 3 000 €, si je ne me trompe pas. On le verra après. Ça, alors, si vous aviez des habitudes à connaître le montant potentiel de la sanction pour telle opération, tel flux, etc., là-dessus, il y a eu réellement des changements qui sont introduits par le Code. Donc il y a les 3 fois, le maximum de plus de 3 fois qui est remplacé par 3 fois la valeur de l'objet de la fraude. Donc ce qui jusqu'alors était un maximum va passer à 3 fois la valeur de l'objet de la fraude, quoi qu'il arrive. Oui. Même logique pour l'article précédent, c'est-à-dire que là où on avait une marge, oui, de 1 à 2 fois. De 1 à 2 fois, on passe à 2 fois ou 3 fois selon les cas. Oui. Alors là, en l'occurrence, l'article L612 maintient la prescription, donc pas de sujet. Le deuxième, donc les amendes et les confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts prévus par le Code de procédure pénale. Alors là-dessus, on a en fait un aspect pénal qui est affirmé de façon plus claire et on a toute une architecture en fait de la sanction pénale qui est confirmée dans ce nouveau code, un régime des sanctions, de la contravention, du délit, etc., qui sont énoncés, organisés, etc., de façon beaucoup plus claire. Et beaucoup plus...
En tout cas, là, c'est gravé. Et on peut pas. Alors, bon, voilà. C'est pas. Non, mais c'était déjà le cas. On sait de toute façon que les infractions en matière douanière sont pénales par nature. Pour moi, là-dessus, il n'y a pas une modification fondamentale. En fait, c'est vraiment la continuité. Et voilà, c'est des questions de formulation, d'architecture et d'organisation du code. Très bien. Alors, par contre, là, on a une nouveauté. Oui, alors une nouveauté que je trouve assez, on va pas dire amusante, mais on a un chapitre entier sur les aviseurs. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont les aviseurs. Ce sont des personnes qui renseignent l'administration, qui alertent l'administration sur des faits illicites qui auraient été commis par les opérateurs. Ce statut existait déjà au préalable, mais il était dispersé. Il fallait trouver le bon texte, etc. Désormais, on a un chapitre consacré au régime de l'aviseur, à la rétribution de l'aviseur, ce qui est une nouveauté, une explicitation du rôle et une visibilité du rôle qui est assez nouvelle. Oui, effectivement, parce que la question qui pourrait se poser derrière, puisque mécaniquement, ça va supposer d'impliquer, ou du moins une direction d'entreprise pourrait réfléchir, est-ce que ça peut amener des effets de bord, une fois que c'est explicité, de se dire, non. Le risque que j'ai... Non, ça existait déjà, donc de toute façon, il y avait déjà des anciens salariés, des salariés, des concurrents qui dénonçaient des faits à l'administration. Certains étaient rétribués pour cela, d'autres non. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça soit aussi visible dans le code des douanes. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est que la nouveauté, l'objectif, c'était que ça soit plus clair, mieux organisé, plus facilement utilisable par l'administration et par les opérateurs. Bon, bah là, voilà ce qu'il fallait aller chercher auparavant, si je ne me trompe pas dans un décret, mais je dis peut-être une bêtise, mais ce qu'il fallait aller chercher auparavant dans un décret, désormais, est explicitement dans le code. Bon, c'est une bonne chose au final, ça permet de clarifier. Oui. En tout cas, de s'y retrouver plus facilement. C'est ça. Alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les montants des amendes, etc., qui sont modifiés, mis à jour. Il y avait le seuil de 3 000 € là. Oui. Alors, pour votre compréhension, ce que vous avez à côté de l'article R515-6, c'est l'article 411. Donc, c'est l'ancien article qui a été modifié. Et effectivement, nous avons cette intronisation de cette pénalité de 3 000 €. Alors la question qui peut se poser, et je pense que c'est peut-être ce que vont se poser l'ensemble de nos téléspectateurs, c'est que on avait des pénalités qui étaient des amendes de principe de l'ordre de 300 €. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui l'amende de principe serait de 3 000 € ou pas ? Alors l'amende de principe, c'est-à-dire que là, le texte... Lorsqu'on avait une pénalité, donc... Nous avions la possibilité, alors est passible d'une amende comprise entre 1 et 2 fois le montant des droits, oui, éludés, etc. Et donc souvent, ce qui se passait, c'est que nous avions, quand il y avait dans la transaction, par exemple, la pénalité qui était souvent relevée pour une première infraction était de 300 €. Est-ce que là, ça signifie que le seuil, je dirais que le minimum serait de 3 000, parce que ça changerait vraiment le... alors normalement, mais en fait, si c'était 300, c'est que normalement, les 1 à 2 fois le montant des droits et taxes éludés arrivait à 300. Oui. Et c'est toujours possible, c'est plus possible, pardon, puisque 3 000 € ou, quand c'est supérieur à 3 000 €, 2 fois celui des droits et taxes éludés. C'est-à-dire que c'est 3 000 € minimum. Ah oui. Oui, donc c'est bien ça. Donc dans la lecture, c'est ça. Donc ça change effectivement pour toute infraction qui serait relevée. Alors effectivement, il y a une modification des sanctions. Ah oui. Il y a une modification du montant des sanctions. Après, c'est difficile d'avoir une vision au cas par cas, puisqu'il faut vraiment voir, parce que là, on a un article précisément, l'ancien article 411, il faut voir infraction par infraction et comparer l'ancien texte, le nouveau, etc. Oui, oui.
Mais là, dans ce cas d'espèce-là, effectivement, si les droits éludés sont inférieurs à 3 000 €, on aura de toute façon une amende de 3 000 €. Ouais, ok. Ouais, c'est à prendre en considération parce que ça change effectivement l'approche et d'être vraiment en maîtrise de ce qu'on fait au maximum pour éviter de se retrouver en difficulté. Puisque une pénalité de 300 € versus une pénalité de 3 000 €, c'est pas la même chose. Et enfin, Et là, il y a un problème dans le texte qui est affiché, qui n'est pas le nouveau texte, je pense. Alors, je voulais juste, je le vérifie juste pendant que je parle, puisque je pense que tout le monde connaissait l'ancien article 357 bis, qui fixe la compétence des tribunaux judiciaires en matière douanière. C'est-à-dire que, contrairement à ce que pensent les profanes, les contestations en matière douanière ne vont pas devant le tribunal administratif. Et donc, il y a eu une modification qui est réintervenue après le Conseil d'État. Donc on va laisser cet article de côté, puisque la modification que j'avais vue en consultant le texte préalable n'est plus à l'ordre du jour. Donc effectivement, là, ce qu'on a, c'est qu'on a une simplification du texte qui supprime la phrase qui était extrêmement complexe. Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie, le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. On faisait vraiment une distinction. Affaires pénales, tribunal correctionnel, tribunaux judiciaires, pour le reste. Là, on a une seule phrase beaucoup plus simple qui concerne paiement, garantie, remboursement des créances de toute nature. Beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Et ça implique quoi pour justement les entreprises qui se retrouvent dans le cadre d'un contrôle? Qu'est-ce que ça signifie pour eux concrètement? Alors, ça implique surtout, je l'espère, moins d'erreurs d'orientation, puisque le texte est beaucoup plus clair et j'ose espérer que ceux qui ne pratiquent pas le droit douanier tous les jours verront plus clairement quel est le tribunal compétent. C'est-à-dire que tribunal judiciaire pour le paiement, la garantie, le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes, ce qui signifie que concernant ce qui n'est plus recouvré par l'administration des douanes, on n'est plus en compétence judiciaire. Très bien. Ce qui est le cas depuis un moment, ce n'est pas un ajout du code, mais je pense que c'est plus clair avec un texte plus réduit. Okay. Je pense. Et enfin, on a le dernier article qu'on a pu identifier, et là qui concerne... La transaction. La transaction. L'ajout, c'est le fait que désormais il est écrit « peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue ». Un certain nombre d'agents des douanes à qui j'ai posé la question m'ont dit « mais ça a toujours été la pratique, la doctrine administrative, c'est à la demande de l'opérateur, sauf que jusqu'à présent, dans l'ancien texte, il n'y avait pas cette notion de demande de l'auteur de l'infraction. Là, c'est explicitement écrit. En pratique, souvent, la transaction, on peut la demander, mais souvent, ça résulte d'un petit échange à la fin du contrôle où on demande au douanier si on peut espérer une transaction, ou alors le douanier spontanément nous dit de toute façon, il y aura une transaction, etc. Bref, c'est plus informel. Dès lors qu'il y a écrit sur la demande de l'auteur d'une infraction, j'aurais tendance à penser qu'il faut prendre la peine, si elle n'est pas proposée spontanément, bien évidemment, mais de solliciter explicitement la transaction et de ne pas se contenter d'un échange oral en fin de contrôle pour s'assurer du fait qu'on va bien
bénéficier, le cas échéant, d'une transaction. D'accord, donc de faire une demande écrite. Je pense que c'est préférable. C'est préférable. Alors, est-ce que ça peut faire l'objet d'un simple email adressé à Oui. l'agent verbalisateur? Oui. Pas besoin d'avoir Non, un non. courrier recommandé. Un simple email, ça suffit. Ok, très bien. Parfait. Bon, ça fait quand même. Alors, en première lecture, hein, ce qu'on vous donne vraiment, c'est des choses qu'on a pu identifier à chaud. Il est bien évident que dans la pratique et dans le temps long, on va s'apercevoir de quelques ajustements qu'il va falloir bien clarifier. On ne manquera pas, bien évidemment, de vous tenir informé de cela. Vous le verrez aussi sur le terrain, certainement. Vous allez être confronté à des ajustements, à des compréhensions aussi, parce qu'on est dans une phase d'interprétation. Interprétation auprès des différents agents, des bureaux. Et donc tout cela, il ne faut pas hésiter à les faire remonter pour que derrière, la DGDDI puisse statuer et uniformiser l'interprétation qui en est faite. Nous, à notre niveau, c'est ce qu'on fait dans le cadre des lectures et des aspects qu'on a pu identifier, des modifications, parce que comme vous l'avez dit en propos liminaire, il s'agissait d'une recodification et que normalement dans les textes, il n'y avait aucune modification à effectuer. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a quelques ajustements qui ont été opérés, mais qui peuvent avoir des impacts plus ou moins importants dans notre quotidien à toutes et tous. Surtout le fond du droit, et notamment le fond de la procédure, par exemple en matière de contrôle, reste le même. On a toujours le droit d'être entendu, on a des aménagements, des pouvoirs, on a des rédactions qu'on tente. Alors l'administration a été soumise à rude épreuve ces dernières années avec les QPC, etc. Un des objectifs du code, c'est aussi, par plus de clarté, de limiter le risque du point de vue de l'administration de QPC. De mon point de vue, ce serait question prioritaire de constitutionnalité, pardon. C'est quand on consulte le Conseil constitutionnel, je raccourcis, je simplifie, pour savoir si la loi qu'on veut vous appliquer est conforme à la Constitution. Il y a eu plusieurs textes qui ont été censurés ces dernières années, notamment concernant les pouvoirs de l'administration, parce que il n'était pas conforme à la Constitution. Un des objectifs de ce code, ça a été aussi de clarifier le droit et de faire en sorte de limiter les risques de censure par le Conseil constitutionnel. Il n'en demeure pas moins que tout le fond du droit, tout ce qui concerne les pouvoirs de l'administration, tout ce qui concerne le droit d'être entendu, la procédure du contrôle, le contentieux, etc., les grandes lignes restent les mêmes. Ce qui est modifié, c'est vraiment des aspects de rédaction, des aspects à la marge, des montants de sanctions, etc. Tout le reste reste le même, mais le code devient très largement un code de procédure au respect duquel il va falloir veiller avec attention lors des relations avec l'administration, lors des contrôles, lors des contentieux éventuels. D'autant plus que les agents des douanes, qui ont probablement été formés, en tout cas je l'espère, vont aussi découvrir ce nouveau code. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il va y avoir un vrai temps de latence et de discussion, d'échange avec les agents, mais voilà, on a bon espoir qu'on ait des clarifications qui soient opérées dans les mois à venir. Il faut laisser le temps effectivement à tout le monde de prendre la mesure de cela. Et comme on vous le disait, on ne manquera pas de vous tenir informé s'il y a des modifications qui nous semblent être importantes, ou du moins des impacts importants identifiés sur le terrain. Eh bien, je pense qu'on en a terminé et on peut laisser place aux questions. On est dans le délai. Nous avons 15 minutes pour pouvoir vous répondre. Alors, est-ce que Louni, nous avons quelques questions? Je suppose que oui. Alors, est-ce que cela signifie qu'il y aura une évolution de delta IE ou bien un nouveau changement selon vous? Alors, bonne question. De ce que l'on entend et de ce que l'on a compris, c'est que delta IE en réalité va avoir une fin de vie.
C'est-à-dire que dès lors que tout le monde basculera sous le Data Hub en 2034, Delta IE n'existera plus. Donc en fait, Delta IE a une durée de vie de 2026 à 2034. Et ensuite, tout le monde basculera en Delta sous le Data Hub. Alors, OOA versus Trust and Check. D'autres avantages possibles, par exemple, moins de contrôle à l'import. Eh bien, écoutez, alors, il faut savoir quand même, c'est quand même intéressant de l'aborder. L'administration des douanes, elle, précise que dans les statistiques qu'elle a en sa possession, mais qu'on ne peut vérifier malheureusement, elle précise que les taux de contrôle sont de manière générale plus bas qu'ils n'étaient il y a quelques années de cela, et ils le sont encore plus pour les entreprises qui sont certifiées OOA. Il est bien évident que nous, dans la perception que l'on en a, ce n'est pas forcément ce qu'on a pu constater. On n'a pas estimé qu'on en avait moins, mais encore une fois, on est dans de l'appréciation. Eux auraient des statistiques qui démontrent le contraire, on va leur faire confiance. En tous les cas, le Trust and Check Trader, je ne sais pas s'il va amener moins de contrôle à l'import, mais par contre, il va fluidifier grandement les marchandises importées. Donc il n'y aura plus ce processus de ce qu'on en a compris, d'attendre d'obtenir le BAE d'une déclaration pour qu'ensuite on puisse en disposer. Elle serait directement livrée chez vous, du moins chez le Trust and Check Trader, et la déclaration se ferait dans un second temps. Un peu le même principe que l'on a pour ce qu'on appelle les IED, les inscriptions des écritures du déclarant. Et donc c'est un peu le même principe, mais encore, je dirais, plus poussé que ce que l'on connaît. Donc ça, c'est l'idée qui en est faite. La frontière dont vous parlez semble bien mince. Est-ce la fin des RDE? Ah, ça c'est une bonne question. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le métier de RDE risque de changer. Il risque de changer puisque à partir du moment où a priori, dans l'approche, on supprime le principe même d'établir une déclaration, bien forcément, le métier du déclarant tel qu'on le connaît va changer. Mais ça ne veut pas dire qu'il va disparaître. On va être dans du contrôle, on va être dans du conseil. Il ne faut pas oublier non plus que le spectre, ou du moins le périmètre de travail du RDE, c'est vachement étendu. Je pense notamment à la réglementation sur la déforestation, au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il y a pas mal de réglementations non douanières qui viennent s'imbriquer dans le travail même du RDE. Donc, il va évoluer. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut effectivement être au fait de tout cela. Et nous, en tant que membres de la profession, nous suivons ça de près et nous serons là pour donner les grandes tendances qui vont s'orienter. Mais effectivement, il va y avoir un changement. Alors, pouvez-vous clarifier, en premier lieu, est-ce le CDU ou bien le Code des douanes nationales qui fait foi? Alors, la question ne se pose pas comme ça. Déjà, qui fait foi, ça n'a pas tellement de sens juridiquement. La question, c'est de savoir quel texte on doit appliquer. Comme je vous le disais, le Code des douanes nationales, vous avez vu la liste des sujets qui sont traités par les différents livres. C'est au final plus un code de procédure qui va expliquer comment les agents des douanes agissent, quels sont leurs pouvoirs, comment se déroulent les contrôles, etc. Donc, sur cet aspect-là, je simplifie énormément, mais sur ces aspects-là, c'est le Code des douanes qui va s'appliquer. Sur une large part du fond du droit, sur ce que recouvrent les droits de douane, les droits anti-dumping, sur les règles de fond, tout cela, c'est dans le Code des douanes de l'Union. Et donc tout ça, ce sont ces règles-là qui vont s'appliquer. Donc il n'y a pas de hiérarchie, de qui fait foi. Ce sont deux textes de sources de droit, de règles parallèles qui coexistent et qui s'appliquent en même temps. Okay. Il y avait un complément à la question, je crois. Oui, il y avait un complément. Donc ensuite, sont-ils significativement différents ou complémentaires? Complémentaires. Vous avez répondu. Et à l'avenir, est-ce que le nouveau CDU sera seul et unique en vigueur? Non. Alors, sauf si on arrive à un degré d'intégration dans l'Union européenne tellement fort que les 27 pays abandonnent leurs spécificités en matière douanière. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aurait plus d'utilité
à avoir un code des droits national, mais ça ne me semble pas se diriger dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on vous l'a dit, il y a une vraie évolution. Avec l'autorité douanière de l'Union, le Custom Data Hub, etc., on passe d'un système décentralisé à un système beaucoup plus de l'UE qui redescend vers les États, beaucoup plus descendant. Pour autant, allez, à l'horizon, enfin, je pense dans ma durée d'exercice, comme avocate, je serais très étonnée qu'il n'y ait plus de code des douanes nationaux et que les États membres perdent leurs compétences douanières en sachant sur ces questions-là. Tout à fait, en sachant qu'en plus, vous avez des États membres où le droit douanier, c'est du pénal, comme en France, mais d'autres États membres, ce n'est pas du pénal. Oui, il y a de grandes diversités d'applications, il y a de grandes diversités dans les sanctions. Et puis, est-ce que vraiment ce serait plus efficace ? Enfin, c'est grand l'Union européenne, est-ce que ce serait plus efficace ? Je ne pense pas. Donc, a priori, on garde un CDN et un CDU pour un petit moment. Alors là, j'ai une question de temporalité. Si un contrôle a eu lieu, entrepositaire agréé, contribution indirecte, avant le 1er mai, mais que le PV n'a toujours pas été établi, et donc sera postérieur au 1er mai, sur quel texte se baser puisqu'il n'y a pas eu de changement sur le fond théoriquement ? Alors, c'est une bonne question, et le nouveau texte est d'application immédiate. Donc, j'ai tendance à penser que les nouveaux actes que va prendre l'administration seront sous l'égide des nouvelles dispositions du Code des douanes. Oui, c'est un point à vérifier, effectivement. Est-ce que c'est une source vraiment de contestation ou pas ? J'en suis vraiment pas certaine. Comme c'est à droit constant, bon, je ne vois pas trop en quoi ça ferait grief à l'opérateur, mais c'est un point à examiner. Ouais. Je ne suis pas, effectivement pas certain. Alors, pourriez-vous confirmer le traitement contentieux applicable depuis le 1er mai 2026 en cas de non-apurement d'un régime particulier dans les délais prévus à l'article 215.4 du CDU ? Non, il faudrait qu'on l'ait sous les yeux. Nous comprenons qu'avec la refonte du Code des douanes nationales, ce manquement n'est désormais plus qualifié comme un simple non-respect d'obligations douanières, mais comme une importation sans déclaration, article L512-4, troisième alinéa, ou une exportation sans déclaration avec une aggravation des sanctions, notamment une qualification délictuelle pour les biens à double usage et biens d'intérêt de guerre. Pouvez-vous, SVP, confirmer cette interprétation ? Ce que je vous propose, là, je pense qu'elles ont la personne qui a posé la question, etc. Il faut effectivement vérifier les textes, on pourra en reparler après. Mais la question, pour synthétiser pour les autres, c'est effectivement ça. C'est, vous avez une infraction potentielle sous l'empire du nouveau code. Le régime de cette sanction peut être modifié et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les sanctions peuvent être différentes. Oui. Donc c'est une vérification à effectuer. Si vous avez des contrôles en cours, ça peut être intéressant de vérifier quelle est la sanction désormais encourue. En fonction de l'état d'avancement. En fonction de l'état d'avancement. Oui, alors si vous avez déjà eu le PV de notif, vous ne stressez pas, il n'y a rien à vérifier. D'accord ? Alors, une dernière question, parce qu'il est déjà bientôt l'heure. On va prendre une dernière question. Donc, si Trust and Check, si contrôle physique de la marchandise, comment cela pourrait se dérouler dès lors que la marchandise serait mise à la consommation ? Alors, je reprends. Si Trust and Check, si je suis Trust and Check, très bien. Si contrôle physique de la marchandise, comment cela pourrait se dérouler dès lors que la marchandise serait mise à la consommation ? Alors, elle serait... ce que vous voulez dire, c'est le fait qu'on soit en asynchrone entre la mise à dispo de la marchandise et la notion de mise à la conso. En fait, en réalité, à partir du moment où vous allez avoir ce Trust and Check, ça signifie que vous allez donner accès à l'administration des douanes aux données des marchandises importées. Donc en fait, le contrôle, elles l'auront déjà fait. Donc je dirais que c'est un BAE qui est déjà donné, qui est implicite. Donc si elles avaient eu à faire un contrôle, elles l'auraient fait avant même que la marchandise ne traverse la frontière. Donc c'est aussi l'intérêt du Trust and Check, c'est d'avoir les informations en amont. Alors après, moi la question que je me pose, et ça fait écho à un dossier récent, c'est la coordination avec les autres, enfin la transmission des données, et je ne sais pas si on a déjà des éléments là-dessus, je ne crois pas, j'ai rien vu, mais la transmission des données à d'autres administrations nationales. Typiquement, là, les données qui auront transité par le Customs Data Hub, est-ce que la DGCCRF, par exemple, y aura accès une fois que la marchandise circulera sur le territoire ? On n'a pas la réponse. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais c'est une question.
Je pense que c'est un point à garder à l'esprit, parce qu'on a déjà, j'ai eu récemment un cas d'un dossier où il y avait des marchandises bloquées par la douane belge, et parallèlement, les marchandises qui étaient en France étaient bloquées par la DGCCRF, puisque ça avait été mis à la conso, et qu'il y avait une communication entre les administrations. Je pense que c'est le genre de situation où la circulation des données va prendre toute sa mesure. Oui, tout à fait. Quelles sont les différentes administrations qui auront accès à cette donnée? C'est ça. Ouais. Je pense Ce sera un vrai sujet. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il est -5. On n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon week-end, un bon long week-end pour ceux qui font le pont. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.